tout dernièrement, la CAPSI, groupe fondé par M. Tidiane Thiam du PDCI, Simone Blé et autres, ces 25 partis politiques qui ont sollicité le RHDP à l'effet de dialoguer. Mais nous avons accepté. Mais tenez-vous bien, le jour de la rencontre, certains partis politiques se sont débinés, dont le PDCI de M. Thiam, le FI de M. Afinguessan, ils se sont débinés. C'est une partie donc de ce groupement qui est venu dialoguer avec le RHDP. Donc nous avons déjà montré notre volonté, non seulement de dialoguer, mais depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, je vous apprends que c'est 5 phases de dialogue que nous avons eues en 15 ans. 5 phases de dialogue politique. La dernière phase, c'était en 2022, qui a permis d'avoir des acquis, qui a permis que le PPACI fasse son entrée à la Commission électorale indépendante, qui a permis que des avoirs de ceux qui ont créé la crise dans notre pays en 2011 soient dégelés. Donc, le président, le RHDP, le gouvernement n'ont jamais fait blocage à un quelconque dialogue. C'est notre culture. Nous sommes oufetistes, le dialogue est notre âme. Mais ceux qui réclament le dialogue, chers frères, est-ce qu'en leur sein, il y a un dialogue qui est fait? Il n'y a pas de dialogue au sein du PDCI, RDA. Et vous le savez, c'est des crises, on n'a point fini. C'est des suspensions. Pour peu que des gens prennent la parole, ils sont suspendus. Au PPACI, la proposition que Aouadou Mele a faite, mais ça lui a valu quoi? Une sanction. Où se trouve le dialogue en leur sein? Vous ne pouvez pas vouloir une chose, et puis cette même chose-là constitue un totem en votre sein. Peut-être qu'eux ne sont pas des partis de dialogue, mais vous voulez être... Bon, voilà pourquoi j'ai démontré. Je l'ai dit, je vous ai donné les preuves de notre volonté de dialoguer, mais aussi d'avoir dialogué. Nous avons dialogué pendant longtemps avec l'opposition, même au sortir de la crise post-électorale. En 2011, nous avons mis en place un cadre de dialogue dirigé par le Premier ministre Aoussou Diano. Ça a permis au gouvernement de financer même le FI, pour leur permettre donc de se relever. Ça aurait été dans d'autres pays, ce parti aurait été dissous, pour avoir créé la crise dans notre pays, pour avoir opposé la guerre à celui qui a été élu. Mais au lieu de faire ça, le président a ouvert ses bras. Il a même demandé qu'ils intègrent donc le gouvernement, chose qu'ils ont refusée. Ils ont été invités à l'investiture du président Ayam Sokro. En ce moment, c'est Mamadou Koulibaly qui dirigeait le parti, puisque la fille était en prison. Donc, vraiment, la preuve de notre volonté de dialoguer a toujours été faite. Mais nous appelons l'opposition aujourd'hui à comprendre que nous sommes dans un processus électoral donc qui est défini depuis longtemps. Il faut qu'à un moment donné, vous exigiez, vous les intellectuels, jeunes intellectuels, il faudrait que vous exigiez l'application de nos lois. En France, Marine Le Pen ne sera pas candidate en 2027. Est-ce que les Français exigeraient un dialogue politique pour permettre à la Marine Le Pen d'être candidate? Au Sénégal, Sonko n'a pas été candidat. Il n'y a pas eu de dialogue. Mais ils sont allés aux élections. Et ce pays, le système politique est pris en exemple comme le plus démocratique en Afrique. Au Sénégal, il y a bien eu un dialogue qui a abouti même à une loi d'amnistie. Ok, donc il y a eu un dialogue, ils sont allés aux élections, oui. Nous avons eu des dialogues et nous ne sommes pas fermés au dialogue. Nous allons continuer de dialoguer parce que le dialogue, comme on l'a dit, c'est notre culture, c'est l'âme des forts. Il ne faudrait pas que les gens essaient de piétiner les lois du pays au profit donc des Mouzik Pokora, sur la question du dialogue, on a entendu également l'opposition dire on a demandé un dialogue avec le gouvernement parce que les précédents dialogues étaient conduits par les précédents premiers ministres. Pourquoi cette fois-ci, ces deux partis à parti ou de groupements politiques à parti? C'est eux qui ont écrit au RHDP. Voilà, justement, on estime le Premier ministre du gouvernement est quand même un haut cadre du RHDP. Donc on se demande pourquoi le Premier ministre n'a pas répondu à ce dialogue. Mais il n'a pas répondu favorablement à sa qualité de Premier ministre. Ils ont écrit au RHDP, ils ont même refusé de venir à notre siège. Nous nous sommes déplacés pour aller à leur siège, pour montrer déjà notre volonté de discuter avec eux. Mais c'est au cours du dialogue entre partis politiques qu'on peut poser des exigences. Et puis ensemble, partis politiques, même le RHDP peut accompagner les partis de l'opposition pour que le président de la République peut-être les reçoive ou le Premier ministre les reçoive. Il ne faut jamais faire l'économie du dialogue, aussi petit soit-il. Donc, vous avez écrit pour avoir le dialogue avec le RHDP. Vous connaissez l'apport du gouvernement. Mais vous avez écrit au RHDP à l'effet de ce que nous puissions dialoguer. Mais pourquoi, à la date du dialogue, vous refusez de venir? Est-ce que cette initiative, d'ailleurs, s'est estompée ou non, pas du tout. Le processus se poursuit avec ceux qui ont accepté de dialoguer. La dernière rencontre s'est tenue au siège du RHDP où il y avait M. Charles Blé Goudé et puis certains partis politiques qui sont venus.
pour que nous puissions dialoguer. Donc, il y a même un comité qui a été mis en place, dont un comité de suivi. Donc, le dialogue se poursuit avec cette partie de l'opposition qui est non radicale. Alamine Fofana. Monsieur Nzi Kokora, lorsque vous dites qu'il faut écouter le président de la République, lorsqu'il dit qu'il a la volonté de faire de ces élections des élections apaisées, malheureusement, si on veut s'en tenir à la volonté du président de la République, on risque de faire fausse route. Parce que malheureusement, la volonté du président de la République n'est pas parole d'évangile. Parce qu'il avait la volonté en 2020 de ne pas briguer un autre mandat. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Il y a la conquête d'un autre mandat. Donc la première question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que le président Alassane Ouattara a échoué quant à sa capacité à pouvoir inculquer des valeurs de gouvernance générale au sein de son parti? Parce que le justificatif a posteriori en 2020, c'était que Amadou Gon Coulibaly, qui est décédé, perd à son âme, là, il était présenté comme le candidat unique à la succession du président Alassane Ouattara. Mais lorsqu'en 2025, le président Alassane Ouattara parle d'une demi-douzaine de personnes, d'une demi-douzaine de cadres capables de mener à bien le destin commun de la Côte d'Ivoire, et qu'aujourd'hui, malgré toutes les fois qu'il a exprimé sa volonté de pouvoir léguer, il rejette sa décision pour des impératifs qui justement demeurent dans la gestion d'un pays. Est-ce que justement il n'a pas échoué quelque part à transmettre cela? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est... On lui permet de réagir à la première déjà. Ok. Pour ne pas se perdre. Alors d'abord, il ne faut pas limiter le fonctionnement d'un parti politique seulement à la volonté de son président. Il y a la volonté des militants, donc il compte, même dans le choix du président du parti. C'est vrai, il a sa propre volonté, il a sa façon de voir les choses. Mais à partir du moment où le parti est un appareil privé, une association privée composée de plusieurs personnes, il faut en tenir compte. Quelle est la volonté des militants du RHDP? Nous reconnaissons, comme vous l'avez dit, nous avons des cadres en notre sein, compétents, expérimentés. Mais quelle est la volonté et le choix des militants du RHDP? Le choix et la volonté des militants du RHDP, c'est qu'Alassane Ouattara soit candidat. Mais le président en tient compte. Beaucoup d'Ivoiriens aussi souhaitent qu'il soit candidat. Mais le choix des militants du RHDP en 2020 n'était pas qu'Amadou Gon Coulibaly soit le candidat du RHDP. Mais non. Parce que la réalité en Côte d'Ivoire fait que le choix des populations vis-à-vis de leur parti politique est confondu au choix du fort leader. Donc, justement, en 2020, il n'y a aucun militant du RHDP qui réclame qu'Amadou Gon Coulibaly soit son successeur. C'est parce qu'Alassane Ouattara désigne Amadou Gon Coulibaly comme son successeur que les militants, dans leur généralité, suivent la décision du chef. Donc, on ne peut pas rompre. Non, vous n'avez peut-être pas suivi le processus de désignation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il y a eu une réunion des instances du parti où, effectivement, le président a proposé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc, c'est suite à cette proposition. C'est une proposition qu'il a faite. Mais cette proposition a rencontré l'adhésion populaire des militants et qui ont donné leur confiance également donc, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc ça fait partie aussi du choix des militants. C'est vrai, il est le président de la République, mais avant même de faire une proposition, il y a des sondages qu'il fait en interne. Si le président sent qu'il n'y a pas, je vais dire, cette adhésion vis-à-vis d'un cadre, et il est obligé de suivre la volonté des militants. Donc ce que nous notons, au-delà de toute spéculation, c'est que les militants du RHDP ont décidé qu'Alassane Ouattara soit leur candidat et ils en sont fiers, ils en sont heureux. Moi, je dis toujours, il ne faut pas, je vais dire, dénier aux militants leur volonté donc, de choisir un candidat. C'est leur volonté souveraine qui s'impose à tout le monde. À partir du moment où le choix d'Alassane Ouattara rencontre l'adhésion populaire des militants, je crois que le débat il est clos. Le jour où les militants vont choisir dans un congrès un autre candidat, mais ça sera le candidat du RAD. Mais pour l'heure, ils ont choisi Alassane Ouattara. Nous préparons à aller à la campagne. Et puis, si les Ivoiriens souhaitent qu'il soit le président de la République, il sera le président de la République. Le débat sur la demi-douzaine, il y a des cadres en votre sein. Pour nous, il est derrière. Peut-être qu'en 2026-2027, le débat va s'ouvrir. D'accord, on va marquer une courte pause. Je sens que vous avez envie, encore une fois, de poser beaucoup de questions à notre invité, de le pousser même dans ses derniers retranchements. On va marquer une courte pause, lui permettre de souffler un tout petit peu pour ce nouveau mandat qu'il veut briguer. Alors, est-ce qu'on a une idée? Oui, non, on a une idée qui est claire. D'abord, le programme du gouvernement présenté par le président Alassane Ouattara en 2020 s'intitule « La Côte d'Ivoire solidaire ». Et ce programme va jusqu'en 2030.
Il sera peut-être actualisé compte tenu donc, des événements internes ou externes. Mais l'essentiel, il est déjà là. Vous avez le PND, le Programme national de développement aussi, qui va jusqu'en 2030. De façon claire, je peux vous dire que de 2026 à 2030, c'est 4 universités qui seront construites. De 2026 à 2030, nous passerons forcément à plus de à 100% donc de couverture nationale en électricité ainsi que pour l'eau. Au niveau donc de la couverture sanitaire, nous allons passer également à pratiquement 100%, c'est-à-dire les localités ne seront pas à plus de 5 km. Donc d'un centre de santé. Au niveau donc de la transformation de nos matières premières, notre objectif, c'est vraiment de passer au niveau du cacao, par exemple, à près de 60 ou 70% donc de taux de transformation dans notre pays. La réduction du taux de pauvreté, nous espérons, avec le programme qui sera mis en place, nous comptons donc atteindre environ 20% de taux de pauvreté d'ici 2030. Nous comptons améliorer donc l'indice donc de l'IDH, passer d'un IDH moyen à un IDH donc, qui soit assez bien pour permettre donc, aux populations donc, de vivre aisément, améliorer leurs conditions de vie. Nous allons continuer de multiplier notre PIB pour passer donc d'une économie à revenu intermédiaire de la classe inférieure à une économie de la classe intermédiaire supérieure d'ici 2030 avec un PIB que nous espérons au-delà de 4 000, non c'est ça, un PIB par habitant, pardon, de 4 000 $ donc d'ici 2030. Donc voilà globalement de façon ramassée ce que nous comptons faire. Nous allons continuer de démultiplier la construction donc des salles de classe pour permettre donc à nos jeunes enfants de pouvoir fréquenter dans des meilleures conditions. Très bien. Josias, à ces mots? Oui, en ce qui concerne le sujet qui était évoqué tout à l'heure relativement au dialogue politique, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Allez-y, allez-y. Voilà. Monsieur Koukra a avancé le fait que le parti au pouvoir a demandé, du moins a accepté qu'il y ait dialogue politique. Mais ce qui est évident, ou du moins ce qu'on constate, c'est que le dialogue politique est fait entre le parti au pouvoir et ce qu'on appelle la CAPCI, qui est une coalition de certains partis politiques, non pas les partis politiques. Parce que dans la CAPCI, de l'ensemble des partis d'opposition, vous voulez dire? Oui, de l'opposition, pardon. Dans la CAPCI, on n'a par exemple pas le PPACI, qui est un parti d'opposition très important. Donc, lorsqu'on a un dialogue politique avec les partis d'opposition et qu'on n'a pas le PPACI, qui est un parti, on va dire, très important dans l'opposition, sans oublier également le PDC-RDA, est-ce qu'on peut dire qu'on a vraiment un dialogue politique avec l'opposition? Et pourquoi est-ce qu'on dit on a un dialogue politique avec l'opposition et c'est en réalité avec une coalition de l'opposition? Certains partis politiques de l'opposition, non pas les partis politiques de l'opposition. Alors, j'ai cité... Sachant bien évidemment que ces partis politiques-là, PPACI et consorts, ont quand même adressé des courriers pour demander un dialogue politique. Alors, j'ai cité cet exemple pour déjà vous prendre à témoin que le RADP n'a jamais fait d'obstacle donc au dialogue. Nous sommes ouverts au dialogue. Mais aussi, il faut que nous assumions nos responsabilités. Il faut que les décisions que nous prenons en tant que parti politique, à un moment donné, nous travaillons à leur application. Il y a eu la 5e phase du dialogue politique en 2022, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Mais c'était la dernière phase du dialogue politique. Et dans les résolutions, il a été demandé que ceux qui d'aventure vont avoir des problèmes puissent saisir les institutions en question à l'effet de procéder à leur règlement. Et que désormais les institutions fonctionnent très bien. Parce que à quoi ça renvoie ces histoires de dialogue? Ça montre que vous avez des institutions qui ne fonctionnent pas. Et quand ces institutions ne fonctionnent pas, naturellement, c'est le politique qui prend le dessus. Il ne faut pas donner l'impression que notre pays est empêtré dans des crises. Et comme je l'ai dit, est-ce qu'en France, il viendra à l'idée de quelqu'un de parler de dialogue politique? Non. Donc nous devons tous travailler au renforcement de nos institutions. Et c'est le jour où nous allons tous donner confiance à nos institutions. Pour dire, j'ai un problème, je vais saisir l'institution concernée pour espérer avoir donc satisfaction. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes fiers, nous sommes contents que nous voyons les autres pays qui marchent bien. Au Ghana, il n'y a pas de système de dialogue. Ce sont les institutions. Quelqu'un a un problème parce que quelles sont les revendications qui sont posées? C'est ça qu'il faut regarder. Ils posent des revendications sur la commission de travail indépendante. Mais est-ce que c'est sérieux?
la revendication sur la commission électorale indépendante, sa réforme, mais a été prise en compte lors de la 5e phase du dialogue politique. Et je l'ai rappelé, c'est à l'issue donc de ce dialogue politique que le PPACI a désigné quelqu'un au sein de la commission électorale indépendante et qui a fait passer le nombre de 17 à 18. Mais pourquoi, en pleine exécution du chronogramme électoral, de l'agenda électoral, on remet en cause la commission électorale indépendante? Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne va pas reprendre toujours les mêmes choses. On a tous été d'accord sur les thèmes donc, du fonctionnement de la commission électorale indépendante, sa composition, son fonctionnement. Le PPACI a même demandé que celui qui l'a désigné soit nommé vice-président de la commission électorale indépendante. Mais quelle est la raison fondamentale donc, qui les amène à récuser cette même commission électorale indépendante alors qu'ils participent dans le même temps au travail donc, de la commission électorale indépendante? C'est la commission électorale indépendante donc, qui a supervisé et encadré la collecte des parrainages. C'est elle qui reçoit aujourd'hui leur dossier de candidature. Donc, chers amis, vous voyez que ces revendications, pour moi, n'ont aucun sens. Non, M. Kokora, là, vous faites une asymétrie d'information parce que quand il y a un dialogue politique et le PPACI se voit attribuer un représentant dans la CEI, c'est pour qu'on puisse avoir un travail de regard et de contrôle. C'est ça. Maintenant, dans le fonctionnement de l'institution, si on va, selon votre postulat, qui est de laisser les institutions fonctionner normalement, pourquoi l'institution CEI, qui est censée fonctionner normalement, eu égard du code électoral, se permet d'ouvrir une marge d'accord politique pour ne pas tenir annuellement la révision de la liste électorale comme prescrit par le code électoral? Donc si on décide de suivre le fonctionnement strict des institutions, alors là, la CEI doit prendre des dispositions pour faire en sorte que chaque année, on n'ait pas d'argument pour faire la révision de la liste électorale d'année en année. Mais quand on prétend vouloir respecter l'application du fonctionnement institutionnel, et la même institution en question ouvre une marge de dialogue politique pour dire qu'on va faire la révision de la liste électorale 2 ans par 2, donc cette année on ne pourra pas faire la révision de la liste électorale, l'opposition aussi se voit souvent obligée de dire que suivons maintenant le fonctionnement de l'institution, faites révision de la liste électorale année par année. Mais personne n'a refusé de faire la révision de la liste électorale. Ça n'a pas eu lieu en 2025. Non, si, en 2025, pour moi, il y a une révision de la liste électorale. Parce que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Prenez l'article 6. L'article 6 dit quoi? La liste électorale est un document administratif qui est révisé annuellement par la commission chargée des élections, afin de prendre en compte les mutations intervenues au cours de l'année. Oui. En 2025, je vous rappelle qu'en octobre, les enfants de 17 ans puissent s'inscrire. Et ceux-là devaient avoir donc naturellement 18 ans en masse. Leur mutation est intervenue au cours de quelle année? En 2025. Donc on a pris en compte cette mutation. Je pose encore la question. Les gens qui, malheureusement, c'est la nature, qui décèdent en janvier ou en février, en pleine révision de la liste électorale, quand ils décèdent en janvier, on les radie de la liste électorale ou non? On les radie. C'est une mutation dans le corps électoral qui a été prise en compte. Et on a tous accepté que les mutations de janvier à mars soient prises en compte. Mais c'est une révision de la liste électorale. Donc accord politique. Ce n'est pas un accord politique. C'est pas un accord politique. Et d'ailleurs, ce n'est pas un accord politique en tant que tel. Mais ils ont tous accepté, puisque la commission électorale indépendante travaille avec les partis politiques. Et d'ailleurs, c'est parce qu'elle veut bien faire son travail, en associant les partis politiques, que la révision de la liste électorale a eu lieu en octobre. Sinon, elle aurait pu avoir lieu depuis mars 2024. Mais ils ont soulevé des questions, donc de timing, d'événements, vacances, pluie, et on est arrivé en octobre. Donc pourquoi on écoute l'opposition? Honnêtement, quand vous faites la révision de la liste électorale en octobre, et qu'ensemble nous acceptons le chronogramme qui définit qu'on doit faire l'affichage de la liste électorale en juin 2024. Non, ça cher ami, si c'est en juin 2024. C'est en juin, ça a été publié, mais ça n'a pas été ça, la liste définitive. A priori que ça sera publié. Si, le chronogramme, vous avez reçu la dame, Madame Maître Yapobi, qui l'a dit, si aucun parti politique n'a mis en cause ce qu'elle a dit. Le chronogramme, et je vous dis, le début de la révision de la liste électorale a été choisi par l'opposition, donc octobre. Donc c'est ça, il dit, pourquoi la CEI décide de reporter, c'est-à-dire la proposition initiale, c'était juin. Donc l'opposition, selon le narratif de la CEI, l'opposition dit, on n'est pas encore prêt. Juillet,
il y a justificatif de rentrée scolaire et autres. Donc la CEI écoute l'opposition pour reporter de manière perpétuelle le début de la révision de la liste électorale de juin 2024 jusqu'en octobre. Maintenant, pourquoi la même CEI qui a décidé de reporter au fur et à mesure par rapport à des impératifs d'ordre politique, ferme maintenant la porte de la discussion politique pour pouvoir... La CEI n'a jamais fermé la porte à la discussion politique. Non, parce qu'elle a tranché la... Bon, on va recentrer le débat parce que de toute façon, la CEI n'est pas sur le plateau. On a un cadre... La CEI là, il faut que je rectifie, Ali. Oui, la CEI n'a jamais fermé la porte au dialogue politique. La CEI a posé un problème de chronogramme. En juin, on finit la révision de la liste électorale 2024-2025, parce que ça achève. Mais quand on demande une autre révision de liste électorale, on commence quand? Et la même loi, le code électoral dit, à son article 11, la liste électorale provisoire doit être publiée 3 mois avant les élections. Quand vous commencez une révision de liste électorale en juillet, vous publiez la liste quand pour aller aux élections? Ça n'a pas de sens. C'est de la mauvaise foi. Donc je dis, le pouvoir, pour revenir sur votre question, n'a jamais refusé d'avoir le dialogue avec les partis politiques de l'opposition. Nous sommes tombés d'accord, après la 5e phase du dialogue politique, que désormais, tous les problèmes soient réglés par les institutions de la République. Et ça doit être l'exigence de tous les Ivoiriens pour faire fonctionner nos institutions à l'effet de ce qu'elles soient bien fortes. Ibrahim Khalil Diaby. Oui, Monsieur Nzikokora, le président de la République aujourd'hui à la Commission électorale indépendante disait qu'il faut préserver la paix. Et il faut comprendre que la Côte d'Ivoire est au-dessus de nous. Et quand on parle du RHDP, le cadre référentiel, c'est vraiment l'oufouettisme. C'est ça. Et quand on parle d'oufouettisme, on parle du dialogue. Parce que le feu président Félix Houphouët-Boigny disait que le dialogue, c'est l'arme des plus forts. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'il faut attendre le feu pour dialoguer? Est-ce qu'il faut attendre la veille des élections pour dialoguer? Est-ce qu'il faut dialoguer de manière conjoncturelle? Si on veut préserver la paix, qu'est-ce qui nous empêche de dialoguer de manière structurelle pour que le système politique ivoirien soit stable? D'abord... Est-ce que ce n'est pas une manipulation de la classe politique? D'accord. Alors, d'abord, c'est une escroquerie de faire penser que le dialogue préserve donc le pays de toute crise. Ce n'est pas garanti. Vous êtes peut-être jeune, mais pas si jeune que ça. En 2010, vous aviez quand même conscience de ce qui s'est passé dans notre pays. Est-ce par manque de dialogue que nous avons connu la crise post-électorale? Non. Nous avons dialogué de 2003 jusqu'à